Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 406e rencontre Vlil et ce soir on est donc avec Julien Fiot pour son premier roman Décrochage aux éditions Viviane Ami. Comme vous le voyez, la couverture parle d'elle-même, extrêmement puissante. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet très vite, et Lise Chasteloup, qui a l'habitude de ces rencontres, qui est on va pas dire une habituée, mais presque quand même, qui est directrice de la maison Viviane Ami et qu'on va entendre parler juste après après vous avoir fait pardon, un résumé de ce titre-là pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Alors commençons par J. Le prénom justement n'est pas commun pour le coup, on va en reparler bien entendu. J, il enseigne en CM2 à l'école Turgot, il y tient comme on tient une lumière entre les doigts, avec douceur, attention, l'effort de croire que les choses peuvent tenir. Et puis c'est un père récent, alors il va porter Tam, sa compagne, et Lola comme un paysage plutôt fragile, où l'amour apprend ses gestes. De l'autre côté, c'est l'arrivée de Brian, cet enfant bouillant, brouillon, cassé par le monde, criant sans voix, qui fait chanceler cet équilibre. Ses colères ne sont pas forcément des caprices, mais plutôt des alarmes, et chaque matin devient une petite bataille pour retisser ce qui se défait. Et puis survient l'irréparable, Tom Langevin, l'élève à la gentillesse oblique, qui disparaît de la cour comme on perd un mot juste. Sa mort va transformer la cour en théâtre d'ombre. L'école, jusque-là devenue sanctuaire, va se fissurer et va exposer certains secrets. Et puis, qui va résoudre cela? C'est l'inspecteur Millet, proche de la retraite, qui entre dans l'affaire avec une lenteur inquiète d'un homme qui sait que certains départs n'ont pas de retour. Son enquête découvre non seulement des indices, mais des respirations humaines, soupirs, étouffés, des silences administratifs, des pudeurs maltraitées. Et Julien Fiot va tresser alors deux récits, celui d'un enseignant qui cherche encore à sauver des enfants et celui d'un système qui ne sait plus comment écouter. Et il va faire dialoguer ces deux voix comme deux échos. Ce qui est intéressant, c'est que le roman n'offre pas de sermon, il regarde, il met à nu, il pose la question essentielle, que doit une école, que doit un père? Décrochage n'impose pas de morale, il propose des regards, des angles, une cartographie des dissonances modernes à la fois intimes et sociales. Et cette satire poignante, on a la chance de recevoir donc Julien Fiot ce soir pour Décrochage. Merci à vous, à tous les deux, d'être présents. Euh, alors, pour commencer, Lise, j'aimerais avoir ton avis. C'est un premier roman qui commence déjà à être bouillant dans la sphère littéraire. Beaucoup d'avis positifs sur ce livre-là, et c'est normal parce qu'il est extrêmement intéressant et extrêmement bien construit pour un premier roman. Comment tu l'as découvert? Comment as-tu découvert ce manuscrit-là? Quel travail d'éditrice aussi as-tu eu à faire avec Julien? Comment t'es parvenu décrochage? Alors, bonjour à tous. Ravie d'être de nouveau voilà, en votre compagnie. Pour répondre à ta question, Anthony, le manuscrit est arrivé par la poste. Et moi, en fait, quand je l'ai eu entre les mains, j'ai tout de suite, voilà, j'ai tout de suite accroché. Il y avait cette empathie qui était déjà bien présente. Il y avait cette construction qui était enfin, qui est très originale et qui était déjà en place aussi. Et c'est un texte qui est absolument essentiel, nécessaire. Moi, j'adore les textes justement qui relient des thématiques sociales où on met vraiment les mains dans le cambouis. Et j'ai retrouvé ça avec Décrochage. J'ai une voix aussi, une voix unique, une qualité littéraire qui est là. On sent que chaque mot est pesé, que c'est un travail réfléchi, il y a une grande réflexion qui se cache derrière tout ça. Et ce que j'appréciais d'autant plus aussi, c'est que parfois, quand on a des textes comme ça qui peuvent être assez critiques ou assez virulents, l'écueil à éviter est de soit finalement tout détruire et ne rien construire. Or, ce texte est extrêmement constructif. Il apporte un éclairage qui est absolument nécessaire maintenant. Et enfin, on en parlait juste avant justement le début de l'émission. Voilà, pour moi, c'est le genre de texte que la maison souhaite accueillir, enfin, peut accueillir, peut défendre. Et d'ailleurs, comme tu l'as rappelé, on a déjà eu pas mal de presse, on va encore en reparler. Le sujet de justement d'éducation, de l'école, le mal-être enseignant, le malaise
des jeunes aussi est quelque chose, voilà, c'est des risques psychosociaux, hein, de toute façon, on le sait bien. Avec ce genre de roman, on saisit exactement les tenants, les aboutissants, et c'est pas non plus un roman qui est, comment dirais-je, qui est pesant. C'est vraiment, ça se lit d'une traite. Et alors, la maestria là-dedans, c'est quand même d'arriver à mêler aussi un arc narratif type polar, une enquête qui donne à réfléchir vraiment sur ces thèmes-là. Voilà, on a eu un excellent contact avec Julien. Moi, j'ai adoré travailler avec lui parce que c'est très simple, c'est très facile, c'était fluide. C'est un très très bon élève, je peux vous le dire. Et voilà, et c'était très naturel et on avait envie que ce texte donne le meilleur de lui-même. Et voilà, et c'est un bonheur de travailler avec Julien et je suis très très fière d'être son éditrice. Et je le remercie encore de sa confiance. Et est-ce qu'il y a eu discussion, débat pour aussi potentiellement classer en Viviane Ami noire, finalement? Parce que Alors, il y a quand même, ça aurait pu, mine de rien. ça aurait pu, mais en fait, ça l'aurait trop enfermé. D'accord. Je pense que c'était pas un bon choix en fait éditorial dans le sens où les lecteurs de polar en fait aiment les choses qui sont assez calibrées. Là, il y a quand même, là, je dirais qu'on est plus sur du roman noir, mais avec ce supplément d'âme justement, un petit peu polar, un petit peu thriller, qui lui donne toute sa saveur en fait, tout son piment en fait, et l'originalité. Au-delà de la construction dont on pourra revenir aussi, pour un premier roman, c'est vraiment extrêmement bien maîtrisé. Euh, voilà tout ce que je peux vous en dire. Enfin, je peux encore ergoter, mais je pense que la parole maintenant est peut-être euh, la parole de l'auteur sera la bienvenue. Et puis, si voilà, les lecteurs ont des questions tout du long, moi je reste bien évidemment disponible pour vous. Voilà. Merci Lise. Alors Merci. Julien, c'est à nous. Pour faire un bref et rapide parcours que vous avez pu faire, vous avez été en sciences politiques, vous avez été journaliste avant de vous tourner justement vers l'enseignement. Et ensuite, vous avez été donc professeur des écoles en éducation prioritaire à Paris. Vous avez des lectures très éclectiques. On parle d'Asimov, on parle de Carrère, on parle de Bret Easton Ellis. Comment on arrive justement à 43 ans à écrire un premier roman? Est-ce que c'est le quotidien qui vous oblige, au sens noble du terme, à écrire? Euh, j'ai un rapport à l'écriture que j'interroge encore aujourd'hui. Parce qu'effectivement, alors j'avais écrit il y a une vingtaine d'années 100 ou 200 pages sur une thématique complètement différente. Puis, devenant prof, j'ai pas réussi à trouver le temps et donc j'avais laissé ça en sommeil. Mais j'avais quand même ce rapport à l'écriture. Je sais que j'ai été donc oui, journaliste pendant quelques années. C'était compliqué d'en vivre, hein. C'est un métier assez précaire et qui me plaisait pas forcément. Et je pense que c'était vraiment l'idée d'écrire qui me rattachait encore un petit peu à ce métier-là, enfin à l'écriture. Après, je crois vraiment que le déclencheur, effectivement, il y a eu un besoin. Il y a eu un besoin, une nécessité d'exorciser, vraiment de parler un petit peu de ce ressenti de prof et de sortir parce qu'il y a comme une bibliographie déjà bien chargée sur le sujet. Et voilà, je voulais pas faire un pamphlet politique, je voulais pas faire un documentaire journalistique. Je voulais vraiment qu'on ressente avec les tripes la nervosité du métier et dans quel état, à la fin de la journée, je pense à peu près chaque enseignant de France se retrouve. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment ce besoin qui naît aussi un peu peut-être d'une frustration aussi de prof que je ne comprenais pas en début de carrière et que je comprends vraiment maintenant de ce décalage complet entre vraiment ce qu'on vit au jour le jour et ce que le monde civil comprend de notre métier et croit percevoir. Ou je crois qu'il nous imagine beaucoup assis à notre bureau avec notre stylo rouge, alors que c'est infiniment plus tendu, plus compliqué que ça. Donc voilà, je crois que la concrétisation d'écriture vient il y avait cette envie-là qui zonnait, mais je crois vraiment le besoin de parler d'école a permis ça. Ce qui est très intéressant dans votre roman, c'est que tout est extrêmement subtil, c'est-à-dire que vous ne tapez pas fort de manière frontale, vous y allez par certains détours. Vous mettez finalement
ce qui ne va pas dans la société et notamment dans l'éducation nationale au sens strict du terme, vous le mettez dans vos personnages. Véritablement, il y a une immense subtilité dans ce que vous faites, dans ce que vous écrivez, parce que la satire, elle est totalement indirecte. Comment vous avez réussi justement à doser tout cela sans en faire des caisses parce que potentiellement vous aviez un vivier, un tissu et social et de faits divers ou en tout cas de faits quotidiens qui devait être immense. Comment on arrive à jauger tout cela? Bah, je crois déjà qu'il y a, parce qu'effectivement, sur le sujet de l'éducation, vous parlez de faits divers, très rapidement. Alors, sur l'éducation, sur d'autres sujets, moi, je crois que j'ai un vrai problème avec la manière dont la société et les médias, notamment, s'approprient ces faits divers et ont souvent une approche très grasse du sujet. On a beaucoup de difficultés à mettre de la nuance dans les choses. Donc, après, je crois vraiment que moi, c'est une sorte de ligne morale, éthique du quotidien où vraiment j'essaye de ne jamais plonger vers l'idée facile, hein, vers l'idée confortable, l'idée un peu pulsionnelle, hein, et de toujours essayer voilà, de faire un jeu d'équilibre entre différentes pensées. Donc je pense que ça vient de là, je pense, assez naturellement après dans mon écriture où, où, voilà, je vais essayer de distiller de la nuance dans mes personnages. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous prenez le parti de mettre la vérité judiciaire finalement en filigrane comme une sorte de reflet, de miroir d'une société qui va un petit peu mal finalement. Pourquoi vous avez fait le choix justement de, entre guillemets, de faire mourir Tom Langevin dès le début du livre? Qu'est-ce que ça a apporté finalement à ce que vous vouliez raconter? Je crois que c'est dire vraiment alors toujours à ce besoin de parler d'école et je crois que l'école justement c'est un sujet dont on parle énormément, que ce soit dans les médias ou dans les ministères ou dans les repas de famille et malheureusement souvent on en parle mal et on entend peu d'enseignants finalement en parler et donc je crois que je voulais vraiment m'approprier cette parole-là et que pour écouter un enseignant je crois qu'il faut y aller, on n'y va pas à coup de pinceau, il faut y aller vraiment voilà, avec la percussion. Et donc, cet angle de partir de cet événement vraiment tragique, hein, de la mort d'un enfant, je crois que je voulais vraiment attirer le regard et dire, voilà, maintenant on va parler sérieusement et il est temps qu'on nous écoute. Je crois qu'il y a de ça quand même. Alors, je précise que Tom Langevin, pour ceux qui ne l'ont pas lu, n'est pas Angevin. C'est bien son nom de famille, hein, puisqu'on m'a posé la question en privé. Euh, alors, justement, ce personnage de J, ce personnage principal, J. Point. Alors, on suppute que c'est Julien, mais en réalité, peut-être C'est très pas. subtil, hein. Mais peut-être pas, puisque le nom de famille n'est pas JF. Il me semble que le nom de famille ne commence pas par un F. Euh, Bref, j'aimerais savoir pourquoi justement vous avez juste choisi ce prénom raccourci, cet acronyme, et non pas un Julien, tout simple, puisque clairement, dans la lecture du roman, il peut y avoir des petites confusions, notamment lorsque J est accolé au mot M, ça fait j'aime, clairement. On peut être aussi déboussolé par ce prénom-là. Pourquoi vous avez fait ce choix-là d'anonymiser ou en tout cas de retrancher aussi ce prénom derrière cette simple lettre? Alors, oui, donc, déjà pour ce J, évidemment, bon, moi, il y a ce côté Julien, où il y a vraiment une part autobiographique, même dans les premiers, je crois, dans les premiers renvois que j'ai fait à Viviane Ami, je crois que c'était même Monsieur F aussi qui avait été proposé à la base. Donc, il y a une base autobiographique assez évidente dans ce début d'ouvrage, sur ma vie professionnelle, sur ma conception du métier, sur une situation aussi de néoparentalité où je deviens nouveau papa. Mais par contre, voilà, c'est un personnage qui après a pris des décisions complètement différentes des miennes, hein, qui a bousculé ses limites éthiques, son horizon moral, qui a cédé à ses pulsions, et donc qui s'est complètement perdu, qui s'est complètement effacé. Donc je voulais, avec ce J-là, montrer un personnage qui perd sa substance, son autoroute de conviction et voilà, et qui s'effondre. Alors, je ne sais pas si, il me semble que vous êtes donc professeur des écoles, on est d'accord, et donc que vous connaissez particulièrement ce milieu-là.
jusqu'au CM2. Je ne sais pas si vous avez enseigné en collège ou pas. Mais c'est vrai qu'on voit une réelle filiation finalement entre le primaire et le collège. Sincèrement, vous auriez pu l'écrire pour des collégiens, ça serait quasiment pareil. On a l'impression qu'il y a un immense tissu euh, d'écoliers qui se ressemblent beaucoup. Là, c'est en CM2, mais ça aurait pu très bien être en sixième ou en cinquième. On n'aurait pas forcément vu de différence. Est-ce que vous expliquez, entre guillemets, est-ce qu'il y a une réelle différence entre le collège et le primaire par rapport à la réaction des enfants, par rapport à leur maturité également? Après, on est sur une classe de CM2. C'est une classe quand même très spécifique où on a un vrai basculement des élèves. C'est presque chronométré, millimétré à partir de mars dans l'année où ils commencent vraiment à basculer. On sent qu'hormonalement que se jouent des choses et ils basculent vraiment dans l'adolescence à ce moment-là. Donc, on a effectivement, vraie filiation après avec le collège et les comportements du collège. Après, là, je pense que la vraie différence, là, pour le coup, sur le plan de la narration du livre, c'est quand on est dans une relation en tête-à-tête entre l'enseignant et Brian finalement. Donc parce que on est dans ce lieu clos finalement de la classe où on se confronte à chaque seconde pendant toute la journée, hein, 6 heures, 6 à 8 heures par jour, face à l'enfant. Alors que si on situait l'action au collège, on aurait eu un éclatement, un Brian dilué finalement sur plusieurs enseignants, donc on aurait peut-être moins, ça aurait peut-être moins tendu, moins tendu. Mais vraiment évidemment on a en CM2 cette passerelle vers le collège et vers oui, des enfants qui se transforment à ce moment-là, hein, clairement. Alors ce Brian, justement, qui est violent, qui est extrêmement difficile. Dans une classe de CM2, on imagine le chaos que ça peut devenir et en même temps, qui te paraît évidemment en grande difficulté, que ce soit scolaire ou familial. Comment vous l'avez conçu? Est-ce que vous l'avez conçu, cet enfant, comme une sorte de symptôme du système ou au contraire comme une singularité à part entière? Qu'est-ce qu'il se cache derrière Brian, qui a une relation aussi très singulière avec J, puisque J peut très bien se moquer de lui avec certains parents d'élèves pour faire le fier. Il a également une tendresse aussi particulière puisqu'il l'amène à une fête d'anniversaire. Et puis vous verrez ensuite ce qui s'y passe. Mais ils ont une relation extrêmement à la fois complexe et à la fois un petit peu paternaliste. Alors Brian, pour répondre au début de la question, alors déjà, je n'ai jamais rencontré un Brian en entier. Hein, c'est des portions d'élèves. Hein, c'est vraiment des portions d'élèves qui, là, s'assemblent dans une sorte de personnage presque monstrueux dans tous les sens du terme. Donc, on est plus, je pense, effectivement, sur un symptôme, sur un symbole d'un nuage noir qui s'installe un peu sur l'éducation nationale sur la vie de classe, sur la vie d'école, sur tous les vents contraires contre lesquels on doit lutter en tant que prof, que ce soit voilà, certains élèves en grosses difficultés sur lesquelles on a de moins en moins de contrôle et de solutions, que ce soit les relations avec les parents parfois, les relations avec les ministres, les relations avec les médias. Donc on est vraiment voilà, sur ce symbole-là aussi. Quant à la relation entre J et Brian, ben, c'est déjà Brian, un personnage, je pense, qui est dur à saisir. C'est très, très dur de se positionner face à lui, que ce soit, je pense, en tant qu'enseignant, et peut-être aussi en tant même que lecteur, où c'est un personnage dont on jauge très mal l'intelligence. On peut parfois croire qu'il est stupide et parfois d'une intelligence manipulatrice assez folle. On peut le croire complètement parfois empathique, parfois pas du tout. Donc, c'est un personnage qui est dur à cibler. Donc, je pense que J a aussi un problème de positionnement face à ça, avec ce besoin puissant sacerdotal de sauver cet enfant, euh, parce que s'il est confronté à cette urgence-là, mais aussi avec cette absence de solution et puis ce harcèlement constant qu'il reçoit de cet enfant, qu'il soit physique ou même plus psychologique. Et de l'autre côté, vous avez pris un parti extrêmement puissant, c'est que vous avez l'ange, Tom Langevin, le garçon modèle, l'élève modèle qui a vécu des choses plutôt difficiles aussi quelques années avant. Lui qui est lumineux de gentillesse, qui va donc décéder dans la cour. On ne spoile rien, c'est le principe même, c'est le début du livre, hein. Comment vous avez justement voulu jouer avec cette douceur du personnage avant l'irréparable?
Là, pareil, on est sur un personnage qui est presque un peu irréel aussi. C'est qui serait vraiment l'opposé du spectre, sur le spectre de l'opposé de Brian, un personnage qui est lumineux, qui a une empathie surdéveloppée, qui est dans une attention aux autres constante, qui est à la fois dans une vraie scolarité, mais aussi dans une singularité. C'est un personnage, comme vous le dites, hein, qui traverse aussi des choses difficiles et qui par cette surempathie, ne veut pas imposer sa propre souffrance aux autres. Donc c'est aussi un soleil un peu triste, un peu terne aussi parfois, parce qu'il a ça à gérer tout seul. Donc après, voilà, je voulais aussi parce qu'il est distillé. C'est un personnage qui est distillé un petit peu. C'est pas, on n'a pas de grands chapitres sur Tom, hein. Il apparaît comme ça de manière enfin, un petit peu épisodique, mais où on sent vraiment comme une sorte de lumière, de lumière qui tombe sur ce tableau un petit peu noir quand même, hein, de l'éducation nationale. Donc voilà, c'est peut-être aussi des idéaux, peut-être des idéaux qui sont menacés, peut-être symboliquement. Ça peut être ça. Et je pense que les lecteurs vont pas forcément, comment dire, apprécier celui qu'on croit. On a l'impression aussi, en tout cas, je ne sais pas, mais j'aimerais bien avoir aussi plus tard, j'aimerais bien avoir les avis des lecteurs pour savoir quel enfant ils ont pu préférer ou je pense que beaucoup, en tout cas, aimeraient sauver Brian. Bref, de l'autre côté, on a la question de de la paternité. Et j'ai l'impression que la paternité, pardon, change beaucoup de choses dans le rôle d'un enseignant. On a l'impression que, à travers Lola, sa fille, mais aussi à travers Brian et Tom, on a l'impression que cette paternité-là va modifier certaines perceptions, va adoucir parfois, rendre un petit peu plus dur aussi. Mais est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a ce changement, ou en tout cas, à partir du moment où on est parent, est-ce qu'on a un regard différent lorsqu'on est enseignant? Alors moi, j'inverserais plutôt le propos, où c'est qu'en étant enseignant, où on a, je pense, un regard de parent peut-être différent. Euh, je sais, par exemple, moi, j'ai plein d'amis qui s'inquiètent de leur enfant qui va les décevoir un petit peu à un moment donné sur certains trucs. Il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça, il n'aime pas ci, il n'aime pas ça. Nous, on est confrontés tous les jours à ces petits échecs-là qui se transforment après en d'autres victoires. Donc, c'est vrai que ça change, je pense, ce regard d'enseignant change aussi son rapport à son enfant et à la parentalité en général. Après, il y a un autre aspect, c'est vraiment cette porosité, je pense, qui est sûrement partagée dans d'autres métiers, mais quand même très particulière dans le métier de prof, cette porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle, où vraiment les deux vont dans cette nervosité, dans cette fatigue, communiquer très souvent. C'est qu'il y a une mauvaise nuit, ça se paye instantanément le lendemain, mais puissance 10 avec les élèves qui, même si on a établi une relation de confiance avec eux, vont s'engouffrer dans la brèche et vous faire passer une journée sur les nerfs un petit peu. Donc après, voilà, euh, pour le rapport à la parentalité, donc J devient un nouveau papa, hein, et donc il pense sincèrement que ça va se passer très naturellement. On l'a toujours vendu comme un papa naturel qui va s'épanouir très facilement dans cette nouvelle vie et c'est plus compliqué que ça. Il va vite se noyer dans des angoisses qu'il n'imaginait pas sur la santé de sa fille. Il va se fatiguer peu après chaque sommeil raté. Il va avoir du mal à trouver sa place dans cette relation à trois. Et donc ça va aussi beaucoup le fragiliser. Ça va, voilà, dans son immunité après de prof. Et puis dans tout cela, il y a cet écrin, l'école Turgot, qui bascule du refuge à la scène d'une tragédie. Comment vous, comment justement cette école vous est apparue de manière littéraire? Comment on arrive à faire vivre une école, un environnement de manière littéraire? Une école qui peut paraître quelconque, il y en a des tonnes finalement d'écoles qui se ressemblent, beaucoup se ressemblent. Qu'est-ce que vous y mettez derrière l'école Turgot? Est-ce qu'il y a du vécu? Est-ce qu'il y a des choses qui justement peuvent être inventées? Est-ce qu'on peut encore inventer justement dans cette école, dans l'école? Alors, il y a un vrai vécu parce que j'ai vraiment importé mes souvenirs d'école primaire, de mon école primaire qui s'appelait d'ailleurs l'école Turgot à l'époque, à Dijon. Donc, vraiment, en termes d'architecture, j'étais vraiment dans mon déplacement mental, dans mon ancienne classe, dans ma cour de récréation. Donc, c'était pour le coup.
assez facile. Après, forcément, il y a un filtre qui se pose. Il y a, selon l'état d'esprit de l'enseignant, à un moment donné, la même salle ne ressemblera pas à ce qu'il ressentait encore quelques années avant. Je crois qu'il y a une scène où il monte avec l'inspecteur Millet dans sa salle et qui ne reconnaît plus son école. C'est une école qui endeuille, une école qui pleure, une école où les dessins des enfants sur les murs ne rient plus. Donc voilà, il y a une objectivité architecturale, c'est bien dit, sur laquelle se greffe après la subjectivité, les émotions des personnages. Il retourne même dans la classe, de là où est tombé Tom Langevin, et des scènes extrêmement puissantes sur ne serait-ce que des petits objets, des petites choses qui rappellent à cet enseignant qu'à une certaine époque, eh bien, il y avait beaucoup de vie dans cette école. Là, pour le coup, il y en a plus. Tout ça pour vous demander également, l'inspecteur Millet arrive, il est en fin de, quasiment sur le point de partir à la retraite. Pourquoi vous avez choisi un inspecteur qui justement est plutôt sur la fin? Il est fatigué, il a de l'expérience en effet aussi, mais c'est quand même un choix particulier. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'inspecteurs qui partent à la retraite, hein, je ne sais pas, Pas les euh, infos. mais pour le coup, l'inspecteur Millet, il a aussi un certain charisme et je me pose la question de savoir si c'est un inspecteur qui pourrait revenir. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de particulier, de singulier derrière cet homme-là. Et j'avoue que j'ai bien envie de le voir revenir, moi, pour ma part. Alors, vous me faites énormément plaisir parce que moi j'adore ce personnage. Je crois que c'est un des personnages pour lesquels j'ai le plus de tendresse et peut-être je crois que c'est le personnage que j'épargne un petit peu le plus finalement dans tous mes personnages. Pour en revenir à son âge et à sa pré-retraite, je crois qu'il y avait l'idée d'un personnage fatigué, d'un personnage fatigué qui comme Gige, un sac à dos de conviction et d'envie de sauver l'autre et que c'est voilà qu'il est fatigué d'avoir été déçu par ce combat constant d'investissement énorme et peut-être de résultats au final qui ne sont pas à l'auteur de ses attentes. Donc c'est un personnage un peu épuisé par ses convictions déçues. Mais oui, moi j'aimerais beaucoup dans l'idée un jour retrouver ce personnage que je trouve terriblement attachant et voilà, j'aime bien l'idée qu'il puisse peut-être hanter un petit peu le lecteur derrière parce que il le mérite, je trouve. J'aime bien. Et puis pour en revenir rapidement à Brian, il y a des scènes extrêmement puissantes, notamment ces mots dans le carnet de correspondance de tous ses profs qui s'alignent les uns après les autres. Et quand on est lecteur, quand on est peut-être la tête dans le guidon, on n'y prête pas forcément attention. Mais quand on est lecteur et qu'on voit tous ces mots alignés sur 4 5 mois, puisque ça s'arrête, je crois, en février, donc depuis la rentrée, on voit un certain nombre de professeurs de sport, de musique, avec des scènes un petit peu drôles parfois, certes, mais terrible parce que l'accumulation fait une sorte d'acharnement, de harcèlement scolaire, entre guillemets, mais dans l'autre sens. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que les enseignants vont trop loin? Est-ce que les enseignants sont tellement fatigués, sont tellement éreintés que finalement on peut pas non plus leur en vouloir d'être dur. Et dans l'autre sens, on a l'impression que certains élèves ne sont pas entendus, ne sont pas compris, ne sont pas... en tout cas, on ne les écoute plus. Moi, c'est mon sentiment. Je trouve qu'on n'écoute plus les élèves en réalité et qu'il n'y a plus aucun dialogue possible, notamment lorsqu'on est en difficulté. Est-ce, En réalité, où sont les responsabilités? Elles sont multiples et j'ai l'impression que finalement, tout le monde se dédouane de ses responsabilités. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. Pardon, désolé. Non, non, c'est très bien. Hein. Pour en revenir donc à ce cahier de correspondance, hein, là, c'est typiquement un symptôme d'échec, mais total, total. C'est vraiment une sorte d'acharnement presque administratif qui ne sert absolument à rien. Parce que un mot dans le carnet, il a une valeur, une existence s'il y a un répondant en face, s'il y en a, on a un levier parental qui peut régir à ça, et c'est un début de dialogue à ce moment-là, c'est un début de travail d'équipe. Là, évidemment, la mère de Brian, perdue dans sa misère, dans ses angoisses, dans son quotidien difficile, voilà, elle a une méfiance de l'école, je pense, donc il y a une absence totale de réaction. Mais effectivement, il y a un moment donné, on en revient à cette idée où les enseignants se confrontent de plus en plus à des situations nouvelles, sur des cas d'élèves qu'on n'avait pas avant et sur lesquels on n'a pas ou peu de solutions.
Et donc voilà, ce cumul et une frustration d'enseignants convaincus, d'enseignants hussards, hein, et une fatigue purement nerveuse, purement physique aussi, qui fait que là où on pourrait avoir du recul sur une situation compliquée, on n'en a plus, on plonge dedans et on en vient effectivement à le nombre de fois où à un moment donné tu rentres le soir et tu te dis mon Dieu, mais quelle réponse idiote j'ai apportée à cette situation-là, à ce problème-là. Mais voilà, après, c'est cette idée aussi que, plus globale, hein, c'est qu'on demande énormément de choses à l'école, on demande des choses folles à l'école. Il y a cette question sur ce que peut et ce que doit l'école qui doit être posée absolument. Est-ce que d'ailleurs votre expérience a suffi pour écrire le livre? Ou au contraire, est-ce que vous avez récolté certains témoignages de collègues, ou au contraire, vous vouliez justement vous en absoudre totalement et garder uniquement ce que vous aviez pu vivre, ce que vous aviez pu entendre? Comment vous avez traité la matière finalement des enseignants? Je crois vraiment que j'avais un bagage déjà énorme de ressentis, d'anecdotes. Alors, il est possible que, parce que ma femme aussi est professeure de collège, professeure de français, donc bon, évidemment, deux profs qui rentrent du boulot, bah, ça parle prof, hein, ça parle cours d'école. Donc, il est possible aussi que je me sois évidemment imprégné de ces récits à elle, parce elle a son lot d'aventures. Mais voilà, non, non, moi j'avais vraiment mon expérience personnelle. Et d'ailleurs, oui, j'en profite parce que je sais que parfois certains enseignants, j'en ai déjà rencontré, qui ne se reconnaissent pas forcément dans cette école-là. Hein, encore une fois, moi je suis pas sur un documentaire exhaustif qui va embrasser toutes les situations. On est sur un point de vue subjectif, à la fois réaliste quand même, mais aussi symbolique. Donc on parle vraiment du filtre subjectif d'un enseignant qui plonge. Hein, donc c'est une expérience assez personnelle, même si on peut évidemment extrapoler sur une souffrance globale et sur un état de l'école en général. À un moment donné, vous parlez de, pas de l'acharnement, mais en tout cas de la masse de choses qu'on demande à des élèves. Est-ce que l'école a véritablement mal compris ce qu'est un enfant aujourd'hui en 2025? Alors, pas forcément qu'en 2025. Je pense que globalement, on demande aux enfants depuis la nuit des temps quand même d'être assis sur une chaise fixée pendant 6 heures à entendre des choses qu'ils n'ont pas demandé, hein, qu'on leur impose, sur un rythme qui n'est pas forcément le leur, hein, parce qu'encore une fois, une classe, on a 25 élèves, on a 25 rythmes différents, et on leur demande, pour chaque tranche d'âge, de maîtriser dans le même rythme les mêmes compétences. Donc, on demande à la fois d'essayer de différencier, de s'adapter un petit peu à chaque profil d'élève, tout en imposant des passerelles d'évaluation, hein, à chaque fin d'année, à chaque fin de cycle, ou pour le brevet, ou pour le bac. Donc, c'est des injonctions contradictoires assez folles. Et en plus, alors pour le coup, pour revenir en 2025, je pense il y a un rapport forcément aux écrans qui est évidemment différent. Et je pense que cette attention demandée de 6 heures par jour à un enfant qui brasse de plus en plus devant les écrans sur des multiprogrammes qui peut zapper en 3 secondes, je pense que c'est compliqué, hein, de réussir à faire le distinguo entre ce temps d'école et ce temps de divertissement. Qui, selon vous, dans le roman, et peut-être pas forcément que dans le roman, parce que votre roman, c'est un roman sociétal extrêmement puissant, c'est de nous dont il s'agit, c'est de nous parents, c'est de nous enfants, c'est de nous enseignants, mais qui, dans le roman, détient, selon vous, la plus grande part d'aveuglement? Est-ce que ce sont les collègues, les parents, l'inspection? Est-ce qu'il y a des gens beaucoup plus aveugles que d'autres, ou qui sont dans le déni total? Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Parce qu'encore une fois, on part d'un point de vue subjectif, d'un enseignant vraiment qui perd contrôle. Donc, même sa vision des choses, son rapport aux collègues, son rapport à son inspectrice, il est aussi forcément impacté. Parce qu'on est sur une vision très, très noire quand même de ses relations avec les autres. Après, sur un point plus, peut-être en s'extirpant du livre, euh, c'est compliqué de cibler des responsabilités.
poser une question compliquée. Parce qu'il y a différentes strates de hiérarchie. Moi, je partirais déjà de la strate supérieure ministérielle où on en est à, je sais plus combien, 6, 7, 8 ministres en l'espace de 2 ou 3 ans, où chaque ministre essaie de planter son petit drapeau de réforme sur lesquels on n'a jamais été consulté, hein, globalement. Ensuite, il y a différentes strates de hiérarchie avec des inspections, où alors là, pour le coup, on a tout un panel, hein. On a des inspecteurs très, très présents et très bienveillants, d'autres qu'on ne croise jamais et qui vous plantent un poignard dans le moral quand ils vous inspectent. Euh, pour les collègues, après, c'est pareil. Je vois quand même beaucoup de collègues courageux, qui se battent vraiment au quotidien avec leurs moyens. J'en ai croisé certains qui n'avaient pas vraiment leur place. Mais après, vient le problème après du recrutement de profs aussi, hein, où on a de plus en plus de profs qui n'ont pas eu la formation, qui n'ont pas passé le concours, donc où on ne sait pas, voilà, on ne sait pas forcément sur quel pied danser avec ce nouveau profil d'enseignant. Donc, il y a une petite main qui se lève. Je ne l'ai pas vu. Non. Je crois que c'est mon éditrice. Ouais, c'est moi. Ah, voilà, pardon, Lise. Non, non, je voulais intervenir 2 secondes parce que sur la question de la responsabilité, en fait, hein, c'est en partie aussi pour ça que le livre m'a beaucoup plu, c'est parce que on pourrait tomber dans des raccourcis, mais en fait, on est tous responsables. On est tous responsables de ça. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que la dérive de J, donc ce personnage de fiction, euh, elle se nourrit finalement de son environnement aussi. Elle se nourrit bah, voilà, de l'expérience de ce fameux personnage de Brian, mais pas que, de la fragilité que d'être papa en fait représente aussi. Et je tiens à préciser aussi que la vision de la paternité, ça, enfin, c'est quelque chose qui m'a énormément séduite aussi, parce que c'est rare qu'on ait justement un personnage comme ça masculin qui se livre autant vis-à-vis du rapport, de son rapport à la paternité aussi, et pas forcément dans ce qu'il a de plus idyllique. Là encore, enfin, le décrochage est une histoire. Alors, voilà, on en parle depuis tout à l'heure. Il y a quand même énormément d'humour, ce qui fait que on arrive aussi à extrêmement bien aller passer justement les étapes, aller d'un chapitre à l'autre ou quoi que ce soit. Mais en termes de responsabilité, je dirais que voilà, enfin en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment la mondialisation, mais d'un point de vue sociétal. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça aussi, Julien, mais c'est vrai moi, c'est ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'en fait, même en tant que lecteur, on ne peut pas ne pas se poser la question comment moi, c'est un peu comme l'environnement, hein, comment moi je peux faire pour que les choses aillent mieux, pour que justement tout ça avance. Alors même si on n'est pas en poste ou même si effectivement il y a l'institution, si on avait la réponse, je pense que ce serait beaucoup plus, enfin, ce serait facile pour tout le monde. D'où justement le fait de le mettre en roman aussi. Et comme tu le disais, Julien, c'est-à-dire qu'on peut avoir des images de voilà ce que c'est qu'être enseignant, on peut avoir des clichés, mais là, on est vraiment dans la peau d'un enseignant qui, voilà, a une période de fragilité aussi, et avec des circonstances qui le dépassent, mais comme, alors sans aller vers quelque chose de très noir ou très complotiste, parce que c'est pas du tout moi, mais en tout cas, je pense que ça pose la question de la responsabilité, effectivement, qu'on a tous. Quelle société on veut aussi pour nos enfants. Euh, et voilà, et en cela, le livre est plus que nécessaire. Je referme la parenthèse parce que je suis très bavarde et je vous laisse discuter. Je me permets de lire un extrait, Julien, en espérant que vous n'ayez pas choisi celui-ci, comme ça nous donnera encore plus de mots à lire. C'est notamment sur ce côté extrêmement, peut-être idiot, du fonctionnement de l'école. L'instit ne peut s'empêcher de flageller un système scolaire qui bride les anormaux. Certains mômes passent tous les jours 8 heures de leur vie à se sentir de trop, à croire qu'ils ne valent rien alors qu'on ne valorise que ce qu'ils n'auront jamais. Tous les ans, J croise la souffrance de ces petits éléphants à qui l'on demande de voler. En regardant la tenue de Brian, il se dit aussi que l'école n'invente rien et que la société ne fait pas mieux. Je trouve que ce passage, il est aussi extrêmement éclairant sur ce qu'on disait à l'instant. Ce qu'on n'a pas encore dit, parce qu'en effet, Lise rebondit sur l'humour. Alors, c'est un humour qui est particulier aussi parce que clairement, ça fait un petit peu de peine. Forcément, aussi, parfois, cet humour-là, il est extrêmement
ciblé, caustique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la structure du livre. On en a parlé au tout début, je crois que Lise en a parlé au tout début. Tout le livre se structure autour de la mort de Tom Langevin, avec des allers-retours constants. Et c'est ça qui est aussi intéressant parce que ça vous permet de nous plonger constamment dans le avant-après, mais surtout, il y a beaucoup de décrochage dans ce livre. On reparlera du titre tout à l'heure. Tout le monde finalement peut décrocher. Le seul qui ne décroche pas, c'est le lecteur. Donc sur la structure de, Oui. oui, bah moi je sais en tant que lecteur, j'adore être surpris un peu par la mise en forme d'une œuvre, ou en tant que spectateur même aussi, et que voilà que cette narration-là prenne vraiment son rôle. Et j'aimais bien cette idée, bah oui, d'aller-retour effectivement entre l'avant et l'après, pour que bah, un événement prend une double valeur à ce moment-là. Elle prend la valeur de son temps et elle prend aussi la valeur de sa projection éventuellement. Donc un événement du passé, par exemple une situation de couple entre J et Tam, il se passe une scène assez sereine, assez mignonne, où assez rapidement on apprend finalement que le couple, ça se complique un petit peu dans le futur. Donc voilà, il y a cette nostalgie qui s'installe sur une scène qui aurait pu être purement romantique, par exemple. Et pareil sur une scène du présent qui trouve une explication dans ses racines du passé. Donc, ça met aussi effectivement le lecteur aussi dans une position plutôt privilégiée, presque un petit peu d'enquêteur, où il a finalement plus d'informations à l'instant T que les protagonistes. Donc, j'aime bien cette idée-là. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, alors je ne peux pas vous le révéler, mais on a parlé de sujets extrêmement durs depuis le début, extrêmement noirs ou difficiles. Est-ce qu'il y a une lumière dans ce roman? Une lumière, forcément une lumière parce que ça part d'une lumière, ça part d'une volonté de préserver justement cette lumière. Lise parlait je crois, en gros, l'idée d'un projet collectif à un moment donné, l'idée vraiment, je crois, de réenchanter et ce métier-là et globalement le vivre ensemble et les projets communs. Donc derrière chaque sonnette d'alarme, derrière chaque phrase un peu caustique, un peu cynique, il y a presque de l'optimisme. Il y a vraiment cette idée, j'y crois encore et j'ai envie de réveiller un peu le monde, effectivement, tant sur les responsabilités collectives que, comme disait Liv, les responsabilités individuelles sur chacun. Chacun doit se positionner à un moment donné sur ce qu'il veut comme société, que ce soit l'école, que ce soit la sécurité, que ce soit l'écologie, que ce soit la santé. Il y a un million de combats à mener, un million de sanctuaires qui sont en péril et qu'il faut se réapproprier absolument. Donc voilà, il y a cette lumière lointaine sous des nuages, mais elle est là et il faut pas la perdre de vue. Avant que vous nous lisiez un premier extrait, Julien, on va prendre une petite photo de groupe, comme on a l'habitude. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. Et c'est bon, parfait. Julien, c'est à vous pour le premier extrait. Alors, je suis très mauvais élève, il faut que j'aille chercher le livre, j'ai oublié mes affaires. J'arrive tout de suite. Il fallait bien qu'il y ait un décrochage là aussi. Voilà, le décrochage est là. Lise, justement, en attendant Julien, je ne sais pas s'il a un appartement de 200 mètres carrés ou pas, donc je ne sais pas combien de temps on va lui prendre Je vous N'oublie rappelle que pas, je suis n'oublie pas enseignant, je qu'il n'ai pas les moyens d'avoir voilà, c'est ce que j'allais dire. N'oubliez pas qu'il est prof, je serais étonnée. c'est ça. Donc, non, non, c'est bon. Alors, attendez, je retrouve la page. Alors, en attendant que Julien retrouve la page, moi, je vais juste intervenir par rapport à la construction aussi, puisque, en fait, on ouvre donc avec la fameuse scène où on retrouve le corps de Tom dans la cour de l'école. Et en fait, à partir de là, on va avoir des chapitres donc avant et après. Et tout va converger justement vers la fin. Et comme disait Julien, à l'aide de petits indices, à l'aide de petites scènes, on va commencer à comprendre finalement toute l'ampleur du titre aussi, décrochage avec un S au pluriel. Et en même temps, c'est une façon d'embrasser le monde en fait et d'aller justement vers ce point de fusion qui intervient à la fin. Et je tiens à préciser sans spoiler que voilà, la fin est assez inattendue. On ne s'attend pas du tout en fait à cette fin-là. Et on va dire en tout dernier, on va dire en épilogue, l'épilogue aussi est assez remarquable et ouvre justement. Alors est-ce que voilà, Robert Millet reviendra mener l'enquête? Peut-être, peut-être, on verra. Mais c'est un personnage effectivement extrêmement attachant aussi. Et le fait d'avoir cette intrigue policière, ça nous place finalement au cœur d'un autre métier aussi, qui est le métier justement de policier.
Et je pense que bah voilà, tout ce qui relève en fait du métier de fonctionnaire aussi, je trouve que c'est intéressant le traitement qu'en fait en tout cas Julien. Voilà, je te laisse Julien Merci. dérouler Bravo, ton Lise, pour extrait. avoir occupé la scène. T'en prie. Alors, j'ai deux passages possibles. Qu'est-ce que vous préférez? J'ai une scène entre Tom et Alors, Brian. le premier maintenant, et on fera le deuxième Ah, tout d'accord, bah, très à la bien. fin. Parfait, ça marche. Bon, j'espère que je vais mieux lire que mes élèves. C'est la veille des vacances de Noël. Dans la cour de récréation, les gars jouent au foot, aux billes ou au ninja de l'espace. Les filles jouent à l'élastique ou à la marelle. Quelques esprits libres slalom entre les deux. Eux, on ne sait pas très bien. À la fois au milieu et à l'égard des autres, deux garçons s'adonnent à un jeu étrange, sans parole, ni début ni fin. On pourrait croire qu'ils ne jouent pas ensemble. Pourtant, leurs regards se percutent, leurs courses et leurs gestes se croisent. Eux savent. Autour, personne ne s'en mêle. Brian fait peur. On le déteste, on craint trop pour s'en approcher. Tom apaise. On l'aime trop pour l'emmerder. Quand il joue avec lui, Brian s'offre une métamorphose. Un œil attentif peut deviner ce que le garçon aurait pu devenir sous des vents plus favorables. Son corps gagne en grâce ce qu'il perd en méfiance. L'os se change en muscle et sa vie de merde en une récréation. Il n'a plus peur des coups, des cris et des soupirs déçus. Ce sont 15 minutes de lévitation au-dessus du merdier qui lui sont concédés, sans contrepartie au retour de bâton, sans sa ride du front. Le jeu se termine par un sprint des deux garçons en sens opposé, puis ils reviennent l'un vers l'autre essoufflés. Sans se concerter, ils s'assoient sur le petit muret de la cantine, côte à côte. Ils font flotter leurs jambes et ne parlent pas. 200 gamins courent et crient autour d'eux, sans que leur bulle ne se perce. J les observe de loin. Il n'avait jamais remarqué que de dos, les deux enfants si différents se ressemblent. La nuque courte et blonde, les épaules pointues et des bras de petits mangeurs. C'est étrange de s'imaginer à quel point les cartes du destin ont pourtant été si mal distribuées. En les voyant se rapprocher, J avait cru au début à une amitié contre nature, presque forcée. Tom et son âme d'ange secourant la limace misérable. À les regarder jouer de plus près, ça n'y ressemble pas. L'un n'a pas plus besoin de l'autre. Il y a quelque part dans leur monde à eux une cour de récréation qui leur appartient, loin des mots des autres. Tom a réussi là où tous ceux que Brian a croisés jusqu'ici ont échoué. Permettre à Brian d'être Brian et d'aimer ça. Quand la sonnerie retentit, l'enfant terrible revient à la réalité. Et déjà, l'enchantement l'abandonne, seul sur son muret. Quand arrive la fin de la récréation, tout se complique, pour lui et pour les autres. Merci, Julien. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de décrochage, notamment de cette couverture incroyable de Pierre Dussert, et notamment de ce titre-là, parce que clairement, tout est là, que ce soit la tenue, la posture de cet enseignant. Il y a beaucoup de choses dans cette couverture, et en même temps, dans ce titre-là, décrochage, qui finalement laisse un champ ultime. Tout à l'heure, on parlait de responsabilité, on parlait d'aveuglement. Là, pour le coup, tout le monde est concerné, tout le monde a décroché. Est-ce que c'était le titre initial, justement? Est-ce que c'était Monsieur F au départ? Est-ce que c'était simplement J? Mais c'était compliqué de le vendre, mais sait-on jamais, c'est déjà arrivé. Et racontez-nous cette histoire, notamment du titre, mais également de la couverture, tous les deux. Alors, pour le titre, il faut tout de suite rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'était pas le titre originel. C'est vraiment une idée de Lise à notre première rencontre. Euh, alors, évidemment, au début, moi, je protégeais un petit peu mon bébé et mon titre. Voilà, je m'étais un tout petit peu fermé. Et petit à petit, bah, l'idée s'est glissée. Puis j'ai compris vraiment toute l'ouverture du titre Décrochage qui embrassait vraiment mais tellement toutes les thématiques, toutes les ambiances, toutes les émotions et les situations que le livre essayait d'aborder. Donc, voilà, on a dégagé son petit bout d'ego mal placé. Et puis, on a tout de suite accepté, enfin très rapidement accepté ce titre voilà, je remercie mille fois Lise Oh pour bah, cette belle idée. non, non, le choix du titre était important et puis voilà, mais bon, enfin, franchement, des auteurs avec des égos comme toi, moi, ça me pose aucun problème. C'est vraiment, non, non, c'était super fluide, enfin, comme je disais en début d'entretien. Et puis un titre, oui, ça doit quand même être percutant, ça doit pas être trop long, ça doit quand même, on doit tout de suite être intrigué aussi. Donc l'association avec la couverture, effectivement, euh,
enfin, en tout cas, voilà, pour en avoir discuté aussi avec Julien, lui avoir soumis plusieurs projets. Enfin, je sais que au début, on pensait à une salle de classe, on pensait éventuellement à une salle de classe un peu voilà, un peu en bazar, à l'image de ce qui était dans le livre. Et puis, en fait, moi, il y a un film, en fait, quand j'ai lu ce texte, il y a tout de suite un film qui m'est venu comme ça par association qui s'appelle Chute libre, avec Michael Douglas, qui date déjà un petit peu, c'est de Joel Schumacher, qui est l'histoire d'un col blanc, en fait, à Los Angeles, qui est un ancien militaire, qui a perdu la garde de son fils. Enfin bref, c'est la loose totale. Et ça commence à 10 heures dans les embouteillages à Los Angeles. Et là, il en peut plus. Et là, on sent qu'effectivement, la chute libre commence à s'opérer. Et il y avait un petit peu de ça, justement, en fait, de cette force narrative-là, de cette espèce de force qui est plus fort que soi, en fait, de sentiment qui est plus fort que soi aussi. Et je trouvais que voilà qu'il fallait vraiment qu'on ait à la fois la thématique scolaire, donc le décrochage scolaire, mais le décrochage aussi un peu plus physique, de par voilà de par ce qui arrive aussi à Tom Langevin, et décrochage de tout le monde, c'est-à-dire vraiment quitte à s'en décrocher la mâchoire, on s'attend pas à ça quoi. Donc voilà, enfin en tout cas le choix d'un titre voilà, se réfléchit. Enfin, on en a discuté aussi. Je lui ai proposé. Je sais qu'au début, ça fait toujours un peu peur. Et puis ensuite, ben, quand ça reste, c'est comme un bon roman, quoi. Quand ça trotte en tête, quand ça reste en tête, quand on voit justement les ouvertures possibles, c'est que c'est le bon titre. Et pour la couverture, elle est très, très minimaliste. Moi, je voulais vraiment quelque chose enfin, en tout cas, voilà, je voulais vraiment mettre en avant déjà le texte de Julien, qu'on soit intrigué par ça, qu'on se pose vraiment la question et qu'on soit un peu à l'image de ce personnage qui réfléchit en fait sur tout ce sur ce qui l'entoure, mais sans vraiment pouvoir en fait avoir quelque chose de clair en fait. Voilà, mais en ayant une identité visuelle très claire. Bon, on peut peut-être revoir la couverture parce que je sais pas si tout le monde l'a en tête, si tu as le livre sous la main. Voilà, avec ce prof, la salle des profs derrière, et puis effectivement tout en bas en fait le ballon avec la scène en fait la scène de crime quoi. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Julien, sur tes C'était parfait. ressentis Enfin, moi, il y a juste rajouter que c'était enfin, cette couverture, on a eu plusieurs propositions. Il y en a pas mal Mm. qui étaient intéressantes, mais là, c'était une sorte de coup de foudre vraiment Ouais, instantané sur cette sobriété-là, sur aussi ce contraste de couleurs que j'aime beaucoup, qui met vraiment en valeur, je trouve, le rouge Vivianami. Et puis cette posture, oui, cette posture les épaules basses, un peu aussi, un petit peu abattues quand même. Une sorte de petite pointe aussi d'humour sur une situation tragique aussi, donc ce qui est un petit peu dans le décrochage. Donc voilà, pareil, comme le titre, je trouve qu'il embrassait aussi pas mal d'émotions et de situations. ouais, Quasiment j'en inspiré profite du pour. manga. Quasiment C'est inspiré Ah, du très grave, manga, c'est je trouve. Il y a vraiment une ouais. résonance manga assez forte. Ce que j'aimerais aussi évoquer, c'est peut-être votre entourage. Alors, au sens strict du terme professionnel, puisqu'il y a marqué salle des profs sur la couverture. Comment ont réagi vos collègues, d'autres enseignants que vous connaissez à ce livre-là? J'imagine que dans le monde enseignant, il y a beaucoup de disparités, beaucoup de choses pour lesquelles certains ne seront pas d'accord aussi. Comment on réagit? Est-ce que ça vous inquiétait? Est-ce qu'au contraire, finalement, comme vous le disiez, c'était quelque chose de très subjectif et vous l'assumiez totalement? Mais comment on voit ce livre-là aussi dans la salle des profs? Alors, dans ma salle des profs à moi, je ne pourrais pas vous dire parce que j'ai changé d'école. Donc là, c'est des nouveaux collègues qui sont pas forcément même au courant que je suis écrivain. Mes anciens collègues, je ne les ai pas encore revus, donc je vais attendre un petit peu de voir leur retour. Par contre, ce que je peux vous dire, voilà, c'est que j'ai eu une présentation en librairie vendredi dernier et on avait donc je crois qu'elle n'était pas enseignante, mais elle avait fait à peu près tous les métiers de l'éducation nationale et alors elle avait beaucoup aimé le livre, mais elle était aussi en colère parce qu'elle trouvait vraiment qu'il y avait justement un filtre noir et que personne n'en réchappait et que que voilà, c'était un peu un acharnement un petit peu contre ce métier, contre l'éducation nationale
en général. Donc voilà, je fais la même réponse que je vous ai donnée la dernière fois sur, vraiment sur cette subjectivité du personnage et sur le fait qu'on n'embrasse pas toutes les situations. Après, là où ça m'a éventuellement alerté ou dérangé, c'est que voilà, elle parlait justement des enfants en inclusion, des enfants en difficulté, que ce soit par un handicap ou par des risques psychosociaux, tout ça, et qu'elle avait l'impression que je militais contre cette inclusion-là. Et là, voilà, là j'ai eu un mouvement de recul parce qu'on n'est vraiment pas du tout dans cette intention. Au contraire, on est sur la défense de ces très beaux idéaux de l'éducation nationale, mais qu'on maltraite par des manques de moyens, par des mauvaises idées. Donc voilà, il y a parfois cette peur que je sois mal compris et éventuellement aussi que, comme un fait divers, qu'on se l'approprie politiquement et qu'on en fasse quelque chose qui ne correspond pas à ma sève originelle, à mes idées, à mes convictions de base. Qu'est-ce que vous espérez finalement, Julien, avec ce livre-là? Est-ce que vous avez un espoir particulier que certains politiques puissent le lire et comprennent peut-être aussi ce qui s'y passe? Est-ce que c'est peut-être plus minimaliste que les parents, que les enseignants voient aussi une autre manière de penser? Est-ce que vous avez un espoir? Est-ce que vous avez un espoir en écrivant ce livre? Ou au contraire, c'est un pur objet littéraire qui n'a pas vocation à être ni politisé, ni moraliste, ni moralisateur, parce que pour le coup, quand on lit le roman, il ne l'est pas. Vous avez dénué tout cela, et c'est ça qui est extrêmement bien fait dans un roman, c'est que pour le coup, personne ne, à mon sens, ne peut vous accuser de quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça extrêmement fort. Mais quel est votre espoir? Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a une envie particulière que vous aimeriez voir avec la publication de ce premier roman? Ah bah, il y a forcément, oui, une envie et un espoir. C'est encore une fois, il y a vraiment cette envie de se réapproprier la parole, hein, sur l'école, hein, vraiment qu'on puisse nous entendre, nous les profs, j'en parlais sur ma présentation en librairie, récupérer la parole auprès du tonton du dimanche qui dit qu'on a trop de vacances et que c'était mieux avant, de récupérer les faire taire, hein, Pascal Pro sur CNews, voilà, essayer d'informer un peu les ministres qui font les réformes. Donc il y a l'idée, voilà, de leur reprendre ce haut-parleur et de nous l'approprier. Après, est-ce que j'ai un espoir rationnel? Je sais pas. Je trouve que l'information est tellement maltraitée actuellement qu'on, qu'un, qu'une œuvre ou une parole, un discours, hein, avec de la nuance soit proposé, c'est souvent vite balayé. Souvent vite balayé, on a besoin de réponses un peu grasses, de réponses oui, non, et notamment sur le temps médiatique. Et donc voilà, j'aimerais vraiment que cette sonnette d'alarme-là soit entendue, soit disséquée, soit critiquée, soit que ça crée des débats. Mais ouais, j'ai peur aussi que ce soit aspiré par des vents contraires, et par des idées moins nuancées. La nuance existe-t-elle encore en 2025? Vous avez 2 heures. C'est Sandra, c'est à Excuse-moi, toi. déprimant, mais c'est un beau sujet. excuse-moi, Tony, je voudrais juste rebondir là-dessus par rapport à ça. L'histoire littéraire nous enseigne quand même que quand on voit par exemple ce qui s'est passé avec Lolita de Nabokov, à savoir, alors attention, on reste sur des sujets super chauds, à savoir que en fait Nabokov a écrit Lolita pour montrer à quel point Lolita était innocente et que c'était Humbert en fait qui l'instrumentalisait. Or, finalement, on a assisté quand même complètement à l'effet inverse, et on voit ça avec justement la mise en scène de Kubrick, avec Lolita, qui commence à être réhabilitée maintenant avec voilà, les mouvements MeToo qu'on connaît, etc. Mais il n'y a pas que ça. Donc, en gros, enfin, une œuvre littéraire, c'est une œuvre littéraire aussi à prendre pour ce qu'elle est. Mais il faut surtout pas, comment dirais-je, après on peut l'instrumenter de n'importe quelle façon et on a connu ça, je veux dire, enfin voilà, les grands régimes fascistes du 20e, on peut avoir ça, que ce soit voilà, du côté de l'URSS ou du côté de l'Allemagne nazie aussi, donc il faut toujours se méfier. Alors, je sais que c'est un peu, c'est la comparaison est quand même excessive, mais voilà, mais en tout cas, l'intention de l'auteur, c'est important de l'entendre. Et c'est pas parce qu'on va écrire une histoire qui est difficile, qui est dure, qu'on va forcément passer un mauvais moment. Ça aussi, enfin, ça fait partie quand même un petit peu des clichés qu'on peut avoir dans la littérature. Il y a des histoires qui sont
qui sont difficiles, qui sont douloureuses, hein. Je veux dire, le docteur Givago, par exemple, enfin, c'est quand même pas une partie de plaisir, hein, mais c'est nécessaire pour comprendre. Et en cela, voilà, quand Julien dit que justement c'est une façon de se réapproprier aussi la parole, bah, quand on parle, c'est pas, voilà, c'est pas forcément non plus super plaisant, on n'est pas chez les bisounours, mais c'est nécessaire de parler c'est nécessaire de l'entendre, c'est nécessaire que ce soit médiatisé, c'est nécessaire d'avoir cette liberté d'expression qu'on nous envie beaucoup à l'heure actuelle. Il faut que ça le reste, voilà. Et en effet, ce n'est pas parce que c'est noir que c'est dur à lire, clairement. Vous n'allez pas décrocher de ce roman, c'est quasiment impossible. Là, pour le coup, c'est extrêmement fluide. Ça suit en effet cette enquête-là qui est en filigrane, mais qui vous fait réagir à différentes choses du quotidien que vous avez peut-être vécu ou que vos enfants ont peut-être vécu. Mais pour le coup, il y a un petit peu de lumière. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre ce qu'est aujourd'hui une société et concrètement une salle de classe et un univers, un univers écolier. Sandra, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Julien. Bonsoir Lise. Cet après-midi, j'ai vu le film T'inquiète autour du harcèlement scolaire. La conversation de ce soir m'y fait penser. En fait, c'est aussi la question d'Anthony tout à l'heure là sur ce que vous espériez derrière voilà l'écriture du livre. Est-ce qu'il y avait un espoir aussi? Et je me posais la question voilà toute simple. Est-ce que par exemple votre roman, comme c'est arrivé sur d'autres films, est-ce que votre roman pourrait devenir un film qui permette de sensibiliser encore plus largement finalement sur la question du décrochage, des Comme, décrochages pour le coup. comme le pas de vague avec François Civil notamment. Ah ben, moi, j'aurais une vraie envie, effectivement, que mon livre ait cette continuité-là, sachant que, en tout cas, dans mon processus créatif, il y aurait une logique derrière tout ça, parce que j'ai une manière d'écrire qui est, je pense, assez cinématographique, où j'ai vraiment dans ma tête les scènes qui se déroulent, où je caste mes personnages, les positionne, tout ça. Et même sur ma manière très lente d'écrire, j'ai vraiment parfois l'impression d'être sur une table de montage où vraiment j'écris ma phrase, je rembobine pour voir si les scènes s'enchaînent, si la musique fonctionne. Donc, il y a vraiment ce terreau possible créatif pour une adaptation. Après, oui, sur la visibilité du combat que je mène, pour le coup, oui, on change peut-être encore une fois, on ouvre encore le spectre et on aura un champ de décibels plus élargi. Et le combat, il est là aussi, hein, c'est de produire des décibels. Donc, parler plus fort que les autres aussi. Toutes les bonnes volontés sont acceptées, hein. Tout à fait. Voilà, non, non, mais c'est vrai que c'est très cinématographique. En plus, en termes d'adaptation, enfin, ce serait quand même, on reste sur une époque contemporaine, on n'a pas de frais de costume non plus, on a des scénettes déjà qui sont mises en scène, mais bon, voilà, évidemment, on croise les doigts et on verra pour la suite. Mais c'est vrai que voilà, toutes les bonnes volontés sont là. Il y avait aussi Entre les murs avec de Bégodeau que tu aimes particulièrement aussi comme auteur. Julien, on en a parlé aussi ensemble. Donc on sait que c'est des sujets qui sont récurrents, c'est des sujets dont l'industrie cinématographique s'empare très fréquemment. Et puis il y a la série aussi Adolescence, là, dont on peut effectivement parler. Voilà, mais effectivement, on serait absolument ravis. Je pense que voilà, Julien ne contredira pas sur Je ce signe. point. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, ça peut donner un espoir, hein. T'inquiète est lui-même un film qui est une adaptation, j'ai vu à la fin, d'un roman que je connaissais pas. Absolument. Et voilà. Et on Bah, a et déjà, en et on dedans. a déjà, on a déjà Vincent Macaigne en rôle principal pour J. Enfin voilà, tout Ah, est pas déjà mal. ficelé, quoi. C'est pas mal. On pourrait faire comme ça un jeu à la fin, tu vois, en disant et alors votre casting idéal, ça pourrait être une bonne question, ça, tu vois. J'ai pas réfléchi. J'ai pas poussé la mégalomanie juste là, mais on pourrait. Je pose régulièrement à chaque auteur qui passe ici deux questions récurrentes ou presque. La première, c'est celle de l'auteur méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour. Alors, je ne sais pas si vous êtes un grand lecteur, entre guillemets, est-ce que vous lisez beaucoup, mais qui avez-vous choisi ce soir, Julien? Alors j'ai choisi, alors ça va peut-être pas lui plaire que je lui attribue ce statut d'auteur méconnu, parce il a un vrai public en Bourgogne,
et surtout à Dijon. Et puis il a quelques petites entrées dans des milieux parisiens. Mais voilà, c'était l'occasion de rendre hommage à mon grand-père, en fait, qui a fêté ses 102 ans cette année et qui est écrivain comme moi, qui est même plus écrivain que moi parce qu'il a écrit cinq romans. Donc, ces 5 romans autobiographiques, en fait, où il va raconter sa vie, son destin assez incroyable, assez fou d'un homme qui a vécu vraiment les grandes épopées de l'histoire française du XXe siècle, hein, de la résistance jusqu'à l'aventure humanitaire, en passant par la période plus sombre de la colonisation et de la décolonisation. Et ce qui est intéressant au-delà du côté épique, un peu de tout ça, dans sa proposition, c'est vraiment son refus d'idéaliser ces grands combats. Son refus de refaire l'histoire a posteriori et l'envie d'apporter un regard humble et nuancé sur ces aventures-là. Par exemple, dans Les années vert de gris, il raconte ses années de résistance et il raconte à la fois le combat de ce môme de 18 ans qui a été élevé dans l'amour de la nation et dans cet amour trahi du héros de Verdun, mais en même temps aussi les déboires insouciants d'un enfant de 18 ans qui enchaîne les beuveries et les orgies. On a dans Le vent de la Toussaint, il raconte sa vie très schizophrénique, à la fois de Toubib et de militaire en Algérie, dans les collines de Kabylie, où à un moment donné, il va devoir prendre les armes contre les gens qu'il a soignés, qu'il a aimés, qu'il a côtoyés pendant des années. Dans Les remparts du silence, il va raconter son combat avec Médecins sans frontières, Médecins du monde, où il explique que cet engagement, c'est à la fois des convictions de Toubib face à l'horreur des situations, mais aussi, très humblement, c'est un petit peu le parcours, le destin d'un baroudeur, un peu paumé, un peu brisé par ces différents combats. Donc, il y a vraiment cette idée de sortir des grandes images d'Épinal, d'éviter les grands raccourcis d'histoire et d'apporter de la nuance et de la complexité. Et alors, j'en ai déjà parlé, mais dans ce monde qui en manque de nuances, hein, qui a souvent ces idées grasses dont j'ai déjà parlé, ben voilà, je trouve que c'est un auteur qui fait du bien. Donc, je vous conseille ce jeune auteur de 102 ans qui a encore plein de choses à dire. Oh, Et je c'est très, très constate en fort. Oh, effet que très réactif. il Oui, y qui a en été a un, adapté. il y en a un qui a été au cinéma. Exactement. Complètement. Bravo. Voilà, Le Très vent de réactif. Toussaint. Impressionnant. Voilà. Et donc je montre les deux autres couvertures, comme ça tout le monde peut les voir aussi. Celle que j'ai trouvée en tout cas, c'est voilà, Quand souffle la folie. Je crois que c'est ça C'est mon aussi. préféré. Voilà, donc c'est votre préféré, on notera donc, parfait. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est Les remparts du silence. Voilà, comme ça, on fait honneur à cet auteur. Je ne Merci. connaissais pas. C'est parfait. Alors, et ma deuxième question, c'est celle de vous transposer dans un personnage de fiction, peu importe la fiction, ça peut être en effet cinématographique, une BD, un manga, pendant 24 heures. Qui avez-vous choisi et est-ce que vous changeriez cette destinée, Julien? Ça, c'était vraiment une question compliquée. J'ai beaucoup hésité. J'ai failli choisir un Frodon du Seigneur des Anneaux pour ce côté premier de cordée qui porte le poids de la société sur ses épaules. Mais je me suis rappelé un de mes rares coups de cœur de littérature scolaire, qui est Lorenzaccio de Musset. Donc, ça se passe dans l'Italie, hein, du 16e à Florence, sous le règne d'Alexandre de Médicis. On a donc Lorenzaccio qui est voilà, servile, qui sert pas forcément avec conviction, mais avec intensité ce tyran. Et alors, c'est un personnage qui cache, qui derrière cette servilité cache un projet secret qui est donc de tuer le tyran au nom de la liberté. Donc, moi, c'est un personnage que j'adore. C'est mon premier personnage, je trouve, politique, à la fois politique et très romantique. J'aime chez lui vraiment cet effacement individuel pour la transcendance collective, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Et c'est un personnage qu'on aime à la fin au moins autant qu'on le déteste pendant toute une moitié du roman. Et j'avais trouvé ça notamment j'avais été vraiment surpris dans la littérature classique de trouver quelque chose d'aussi moderne avec un rebondissement presque de série télé en milieu de roman. Alors après, sur le fait de est-ce que je change quelque chose ou pas, oui. Parce que, alors je ne veux pas spoiler non plus ceux qui n'ont pas lu, mais son sacrifice ne sert à rien. Parce que derrière ce Médicis qui va finir par assassiner, se cache un autre Médicis qui va perpétuer donc la même tyrannie. Donc c'est un beau projet avec un beau souffle épique, mais pas très efficace. Donc moi, je trouve que c'est peut-être un projet peut-être un peu trop solitaire. On ne part pas en campagne politique sans parti ou sans programme,
quoique. Donc, je serais peut-être un Lorenzo Show plus pragmatique, plus organisé, quitte à perdre un petit peu en romantisme. L'idée, ce serait de s'entourer d'alliés, d'essayer de s'appuyer un peu sur le peuple et au-delà de la mort du tyran, peut-être proposer justement un vrai projet, un après, quelque chose qui pourrait réenchanter le collectif, réenchanter le vivre ensemble et remplir le vide. Et ça ferait du bien, surtout aujourd'hui, par exemple. Très bien. Qu'est-ce que vous leur diriez à Brian et à J aujourd'hui? Est-ce que vous avez un message à leur transmettre? Est-ce que vous habitez tellement vos personnages que finalement, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de porosité entre eux et vous? Mais si vous deviez leur dire quelque chose, leur résumer quelque chose, leur faire comprendre quelque chose, les aiguiller sur une voie, sur un chemin, qu'est-ce que vous leur diriez? Je serais bien embêté hein, parce que c'est deux personnages que j'ai un peu sacrifiés quand même dans ce roman. Donc, il y aurait quelque chose de presque sadomasochiste de les faire plonger puis de leur tendre une main et dire allez, 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 je vous récupère. Euh, J'aimerais leur dire qu'ils participent à un combat eux aussi, mine de rien. C'est qu'ils sont ces soldats du front, là, vraiment, qu'ils ont pris une balle, hein, mais que peut-être que derrière ce combat, derrière plein de vies qui vont se détruire, il y aura peut-être un espoir un jour d'un rebond républicain sur l'école et sur d'autres choses. Donc, beau sacrifice, je leur dirais, un beau sacrifice, et j'espère voilà, que ça portera ses fruits. Alors, j'aimerais vous parler peut-être Je, de la suite parce je que précise juste une chose, pardon. Je prends la parole quand même, je précise juste, ce 10 ans, Julien n'a rien spoilé. non, Il ne meurt pas à c'était la fin. très subtil. Ah oui, non, 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 Ok. non, 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 non. Non, c'est Voilà. pas. On aurait pu en effet Non, penser. non, je maltraite mes personnages, voilà, c'est tout ce que je disais. Voilà, C'était c'est ça. ça. Même si on aimerait que ce roman traverse les âges et les époques, mais est-ce que vous commencez déjà à écrire autre chose d'autre? Est-ce qu'il y a déjà un projet en vous qui commence à- comment dire, à germer? Est-ce que cet inspecteur est toujours là? Je ne pense pas, mais sait-on jamais. Est-ce que ça trotte en vous? Est-ce qu'une série policière potentiellement, là pour le coup, chez Viviane Minoir peut-être, même si je sens que la limite est extrêmement fine et on a l'impression que vous arrivez à finalement à extrader tous les genres possibles, parce que ce texte-là, il est en effet social, il est noir et en même temps c'est un pur roman aussi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui germe déjà en vous? Est-ce que ça vous a donné un appétit particulier pour continuer encore à écrire et encore à écrire? Oui, j'ai un deuxième projet qui est en cours d'écriture, là, en pause, là, parce que c'était compliqué voilà, de lancer un nouveau projet et de réécrire son ancien. Hein, parfois, quand on est en réécriture, on perd un peu ses repères, on ne sait plus trop si on sait écrire. Donc, voilà, il faut remettre les choses au bon endroit à un moment donné. Donc, je l'ai mis un petit peu en pause, mais alors j'avais déjà commencé un petit peu. J'ai quelques pages d'écrites. Alors après, on est vraiment, non, pour le coup, je vais avoir du mal à caser pour l'instant l'inspecteur Millet dans cette nouvelle histoire, parce qu'on est plus sur une histoire voilà, aux confins de la science-fiction, mais alors pareil, qui brasserait aussi plusieurs sujets politiques, sociologiques et tout ça, et intimes. Et alors, je peux pas trop en parler parce qu'on est sur une idée, ça part sur une idée précise que j'ai envie de garder pour moi, mais voilà, il va se passer quelque chose en gros sur le plan mondial qui va changer le rapport des gens à la mort, le rapport des gens aux autres, à l'amour, à la commercialisation des choses. Enfin, voilà, il y a plein de thématiques à partir de ça qui vont se développer. Donc, et ça serait sur une forme éventuellement de nouvelle. Après, voilà, j'en suis là. Si ça se trouve, je vais partir sur complètement autre chose et il y aura les aventures d'inspecteur Millet 2 qui, qui prendront leur nom. Les aventures d'inspecteur Millet en 2174. Voilà, sacré, sacré bonhomme. Mais d'où les références notamment à Asimov. Là, vous êtes proche de la science-fiction. Oui, j'ai vraiment eu une grande période de toutes ces niches-là, un petit peu, ces bulles de protection, que ce soit la fantasy, que ce soit la science-fiction. C'est alors encore plus sur la fantasy, vraiment toutes ces zones littéraires où on va pouvoir se protéger un petit peu du monde environnant et se plonger dans un monde encore plus grand que la réalité finalement. Donc ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Et dans la science-fiction, c'est vraiment cet rapport ambigu justement au présent et au réel, où à la fois on s'en détache complètement, en se projetant dans le futur, en s'attaquant à des idées tellement transcendantes comme l'origine de la vie, comme les rencontres du troisième type.
mais aussi dans cette projection du présent finalement. Donc, où le futur, quand on parle du futur, on parle forcément des angoisses de notre époque, que ce soit des angoisses politiques, sociales, technologiques ou tout ça. Et alors, science-fiction ou pas, vous allez peut-être pas me croire, mais une certaine Tam pose une question. Je ne sais pas si c'est la Tam du roman, mais dans tous les cas, Je crois que je sais qui c'est. C'est pas c'est la quand thème du même, roman. c'est quand même incroyable. Elle demande si vous travaillez en tant qu'enseignant à plein temps ou est-ce que vous avez obtenu un temps partiel, une dispo pour pouvoir écrire ou potentiellement faire tout simplement la promotion de ce premier roman. Non, 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 je suis toujours enseignant à plein temps, dans une nouvelle école, avec un double niveau et des nouveaux programmes. Donc, c'est très prenant. On est sur un bon rythme en ce moment. Après, pour l'écriture, ça m'a jamais trop dérangé parce que je suis vraiment un escargot. J'écris très, très, très lentement et je suis incapable, je pense, d'écrire plus d'une heure par jour. Ça m'est jamais arrivé. Donc, voilà, je travaille par tranche de 40 minutes, on va dire, à peu près tous les jours, mais pas forcément. Donc c'est 40 minutes intenses, vraiment, où je suis très exigeant avec mes mots. Mais voilà, ça fait des écritures de romans assez longues, mais compatibles avec une vie d'enseignant. Après, je sais pas, il n'est pas exclu. Je crois qu'il y a parfois des aides et tout ça. Ou voilà, peut-être pas exclu qu'à ce moment-là, un jour ou l'autre, je demande un temps partiel pour essayer de tenter d'écrire plus d'une heure par jour, pour voir ce que ça donne. Merci. Alors, en espérant que Tom Langevin ne pose pas de questions, parce que là, ce serait vraiment C'est perturbant. terrifiant. Euh, Eh bien, c'est le moment du deuxième extrait, du Ok. second extrait. Julien, c'est à vous. Euh, Où est-ce que j'ai mis ça? Donc là, on est plus sur le couple, hein, sur le couple entre Tam et J. À ce stade, ils n'en discutent même plus. Ils ont fini d'essayer. Survit encore en eux la dernière pensée heureuse, qu'ils ne sont pas complètement coupables et qu'un autre J et une autre Tam s'aiment encore, à quelques choix quantiques près, dans une autre longitude. Mais les échos sont trop lointains, d'une galaxie à l'autre. Il n'y a pas si longtemps, il se sentait vénéré en slip-chaussette. Aujourd'hui, il se demande comment lui passer le sel. Il n'y a plus de poésie dans ses mots, plus de grâce dans ses gestes, plus de majuscules à sa beauté. À la fin du bal, il redevient un parmi d'autres, citrouille putride, et elle continue à danser sans lui. Pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être encore, J propose de partir, de la laisser respirer le temps qu'il faudra. Ils ont besoin de se manquer peut-être. Il espère qu'elle le retienne, en balayant d'un geste évident ce mauvais scénario. Elle dit oui, tout de suite, sans réfléchir. On ne peut pas continuer comme ça, ajoute-t-elle. C'est mieux pour Lola. J tient son rôle et acquiesce. Il comprend dans ces quelques mots de rupture de téléfilm qu'ils ne seront plus jamais trois. Pendant qu'il prépare son sac, Tam reste près de lui. Elle lui sourit, lui rappelle de ne pas oublier ça ou ça. J pourrait y voir des restes d'amour. Il sait désormais. Elle est soulagée, presque pressée. Devant la porte de leur appartement, leur silence n'a pas la même valeur. Il attend qu'elle parle, elle attend qu'il parte. Elle se laisse embrasser sur la joue et la porte se referme vite. J a choisi un hôtel pas loin, pas cher. Il observe la chambre, son nouveau chez lui. Une télé au mur, un lit d'appoint en plus du sien, un micro-ondes. Il imagine ses jours avec Lola. Le parc n'est pas loin. Ça ira. Ça ira. Merci, Julien. Eh bien, pour conclure, je vous dirais qu'avec Décrochage, Julien Fiot ouvre un monde où l'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais un théâtre de vie en suspens, d'élan contrarié et de rêves tenaces. Et à travers ces pages, les voix d'enfants résonnent, fragiles, vibrantes, comme autant d'éclats d'avenir qu'un instituteur tente de recueillir et de protéger. Le roman va se faire miroir de ces luttes discrètes, de ces chutes qui ne disent pas la fin, mais l'énergie de se relever autrement. On y entend la fatigue des jours, la violence sourde des marges, mais aussi la lumière obstinée qui persiste dans un regard, une rencontre, un mot bienveillant. Dans ce premier roman, Julien Fiot esquisse un chemin où le réel et la littérature s'entrelacent, rappelant que même dans les failles, quelque chose d'irréductiblement humain continue de vibrer. Merci infiniment, Julien Fiot et Élise Chasteloup, comme toujours. Merci à vous. J'ai Tous passé les un deux. super moment avec vous. Et moi, nous aussi, Merci, nous aussi. Et on le remontre, il merci est à tout le ici. monde. Décrochage, Julien Fiot aux éditions Viviane Ami. Merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Belle revoir. soirée à tous. Au revoir, bonne soirée à tout le monde. Au revoir à tous. Bonsoir.